Donc les amis, bonsoir, hein. J'espère que vous allez tous très très bien. Du coup, ça m'a mis un petit coup de stress quand même cette histoire. Bienvenue dans ce nouveau live hein, que j'ai plaisir du coup à animer pour et surtout avec vous encore une fois. La plupart d'entre vous me connaissent maintenant, hein, mais je suis très content de voir que, encore une fois, la communauté s'agrandit. Donc bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux. Pour ceux qui ne me remettent pas, tout simplement, pas de souci, je vais faire une petite présentation très rapide de moi. Donc Julien Cazorla, l'auteur de la saga d'Epic Fantasy Gaïa Arnel, Chronique des Terres Nouvelles, donc édité par l'Entre-Rêves Éditions. Aujourd'hui, il y a 3 tomes qui sont déjà sortis, disponibles auprès de vos libraires, sur le site de la maison d'édition, du coup, ou en me contactant directement, si vous voulez une petite dédicace, via mes pages personnelles, sur Instagram ou Facebook. Donc je vous retrouve aujourd'hui, non pas pour vous parler d'un thème ou d'une technique d'écriture, comme on a déjà pu le faire, ou d'un objet magique, mais d'un monsieur. Monsieur, ça vient de la contraction mon et seigneur. Monseigneur des anneaux, monseigneur de la fantaisie, de tout un univers aussi complet que complexe, presque concret. Vous voyez ou pas? Alors, je suis persuadé que certains auront l'œil et sauront, j'en suis sûr, deviner de qui il s'agit. Alors oui, de toute façon, je sais que ce live a un titre qui est un indice qui est quand même super important. J'en ai parlé toute la semaine sur mes différentes pages. Il y a quelques éléments autour de moi qui pourront vous aiguiller, mais s'il y a des curieux de passage ou quoi, quelques petits trucs comme ça pour faire un petit jeu pour essayer de deviner de qui on va parler. Alors, est-ce que vous saviez que par exemple son œuvre principale est le 2e roman le plus vendu au monde? 150 millions d'exemplaires, juste derrière Le Conte des Deux Cités de Charles Dickens. Alors à savoir que Gaïa Arnel n'est pas très très loin, seulement à quelques centaines de millions d'exemplaires derrière, une broutille. Les 1137 pages de ce roman, alors je parle pas des 9250 pages manuscrites, mais bien de celles qui ont été tapées à la machine, ont été rédigées avec seulement 2 doigts. Alors cette petite anecdote va en faire rire certains, en tout cas tous ceux qui m'ont déjà vu taper un texte à l'ordinateur, j'en suis persuadé. Autre chose, les Beatles ont voulu tourner une adaptation ciné dans les années 60. Alors moi j'ai envie de dire ouf, ça n'a pas été fait, de toute façon on saura jamais si c'était bien ou pas bien, mais bon, quand même. Donc oui, ce soir je vais vous parler de John Ronald Reuel Tolkien. Ronald pour la famille, pour sa femme, Tollers pour ses amis. Et si sa vie d'ailleurs n'appartient qu'à lui et à ses proches, on connaît un homme, on connaît une femme à travers ses actions, à travers son héritage. Et aujourd'hui c'est de ça dont je voudrais vous parler, de lui et de son œuvre monumentale. Alors pourquoi vous parler de Tolkien ? L'idée me trottait un petit peu dans la tête depuis mon live du mois d'août sur la naissance de la fantaisie. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à voir ou à revoir les lives de la maison d'édition en replay sur nos pages Facebook ou sur YouTube. Tolkien s'impose comme un personnage clé dans le monde littéraire. Alors, juste après avoir revu la trilogie un peu revisitée de Peter Jackson, je me suis aussi procuré ce hors-série de lire. Alors je vous conseille vraiment, c'est vraiment passionnant, très intéressant, assez bien fait. Et je me suis vraiment appuyé là-dessus pour faire ce live, là-dessus et sur cette petite biographie aussi d'Humphrey Carpenter. Enfin, la biographie de Tolkien écrite par Humphrey Carpenter. Et puis il y a eu un avis qui a été posté par une blogueuse littéraire, donc Zoé, la lectrice rochelaise, que je salue. Et que je vous invite à aller voir un petit peu sa page Facebook, il y a des avis super sympas sur des bouquins vraiment intéressants. Qui indique qu'en lisant Gaïa Arnel, elle a pensé au Seigneur des Anneaux. Alors on aime ou on n'aime pas, le fait que mon histoire s'en rapproche, on aime ou on n'aime pas le roman, peu importe, moi j'ai vraiment été flatté par ce petit comparatif, car oui, l'œuvre de Tolkien forcément va trouver un écho dans ma saga. Elle pose certaines bases de la fantaisie, des bases sur lesquelles je me suis appuyé pour y glisser mon style, comme un canevas qui m'a permis de créer mon propre univers en fait, l'univers de Gaïa Arnel. Alors vous allez sans doute avoir de nombreuses questions, je tâcherai d'y répondre de mon mieux à la fin de ma petite présentation. Si vous voulez rajouter des choses, me contredire même parfois ou m'en apprendre, n'hésitez pas, on voit ça ensemble très bientôt. Je voulais juste préciser avant de commencer vraiment, de rentrer dans le vif du sujet, que tout ce que je vais dire là maintenant, parfois je vais citer même Tolkien ou d'autres personnes, je l'ai recueilli dans mes recherches, j'invente rien. Donc je vais essayer de vous parler de l'essentiel. En tout cas de mon essentiel, je vais pas faire une conférence de 3 heures sur ce monsieur, déjà parce que 3 heures ça suffirait clairement pas en fait pour tout dire sur Tolkien. Et puis c'est l'heure de l'apéro, donc je vais pas vous retenir non plus très très longtemps, voilà quoi. Je vais vous parler de ce qui a attiré mon attention durant mes recherches et puis vous me direz à la fin ce que vous en avez pensé, si vous voulez rajouter quelque chose. De toute façon, voilà, on est tous ensemble, chacun apporte sa pierre à l'édifice, c'est aussi ça, faire partie d'une communauté. Donc John Ronald Reuel Tolkien,
Je vous l'ai dit, je vais m'intéresser à sa vie en elle-même, bien que tout ce que j'ai pu apprendre en fait était tout à fait passionnant, hein. Il y a quelques dates clés. Il va y avoir des petites informations qui vont s'imposer d'elles-mêmes en fait. Le contexte historique, la condition sociale, son entourage vont avoir une incidence. Tout est politique, paraît-il. En tous les cas, il me semble intéressant, voire primordial, de connaître certaines informations de sa vie pour mieux appréhender son œuvre. Donc Ronald est né en 1892 dans l'État libre d'Orange. C'est une province boers, donc des pionniers hein, en Afrique du Sud. Il va débarquer en Angleterre 3 ans plus tard avec sa mère et son jeune frère Hilary en 1895 donc. Il va perdre son père 1 an après et sa mère courage, hein, en 1904. Il est orphelin donc à l'âge de 12 ans. Son frère et lui vont être recueillis, pris en charge financièrement en tout cas par le père Francis Morgan, puis ils vont être confiés à une tante, puis à une pension de famille. Il va se marier en 1916 avec son amour de jeunesse, Edith Bratt. Une belle histoire, hein, une belle histoire d'amour, soit dit en passant. Juste avant de participer la même année à la bataille de la Somme, qui est une moins belle histoire, hein, et qui va le marquer profondément, comme on s'en doute en tout cas. À savoir qu'entre-temps, il ira au collège King Edward, puis à l'université d'Oxford. Il va être un élève plutôt moyen, plutôt chahuteur, hein, mais il va se prendre de passion pour la philologie. Il va y découvrir l'amitié masculine. Alors, petite précision là-dessus, parce que dans le contexte social de l'époque, encore une fois, c'est important de le préciser, voilà, les garçons, les filles, les étudiants ne se mélangeaient pas forcément, et on va retrouver ça dans ses écrits de toute façon. Son troisième fils, Christopher, va naître en 1924. Alors, Ronald et Edith vont avoir 4 enfants, 3 fils, John, Michael, Christopher et une fille, Priscilla. Vous verrez pourquoi je parle de Christopher spécifiquement maintenant, un peu plus tard. Après son métier, ses clubs littéraires, ses travaux d'écriture vont lui prendre énormément de temps en fait, hein, il va être vraiment impliqué dans tout ce qu'il fait, mais du coup il va être impliqué dans sa paternité aussi, hein, ça va être un père aimant même s'il est un peu absent, il va écrire beaucoup, et notamment pour ses enfants du coup. Par exemple, durant près de 20 ans, il va rédiger des lettres agrémentées de dessins qu'il va faire lui-même, venant du pôle Nord et signées du Père Noël. Referendum, voilà, ce petit bouquin là, va être écrit pour consoler son fils de la perte d'un jouet, par exemple. En 1925, ensuite, il va être nommé au poste de professeur à Oxford. Il va rencontrer l'année suivante un homme qui va tenir une place vraiment importante dans sa vie, hein, Clive Staple Lewis, l'auteur de ce pavé là, Le Monde de Narnia, un livre très très sympa aussi, je vous le conseille. Vous avez sans doute vu le film aussi récemment ou peut-être il y a quelque temps. Puis vont paraître respectivement ses œuvres. Hein. En 1937, Le Hobbit va sortir, donc écrit pour ses enfants à la base, hein, ou en tout cas pour des enfants. En 1945, Feuille de Nigel. En 1947, du Conte de Fées. Le Seigneur des Anneaux va sortir en 1954. Alors, Seigneur des Anneaux, ça va lui prendre 14 ans de travail. Et il va connaître vraiment le succès que 10 ans après, après sa sortie, dans une classe sociale plutôt pauvre aux États-Unis, hein, avant de déferler sur le monde comme une vague cousaïenne. En 1972, il est élevé au rang de commandeur de l'Empire britannique. Rien que ça. En fait, c'est une sorte de légion d'honneur so British, hein. Et malheureusement, il mourra du diabète en 1973. Donc voilà, ce monsieur aura traversé les siècles, son œuvre lui survivra, puisque grâce à son fils Christopher, le Silmarillion que voici dans une de ses nombreuses éditions, hein, paraîtra en 1977. Mais également de nombreux feuillets, des appendices et autres œuvres non terminées. Alors il n'aura pas terminé beaucoup de choses, hein, vraiment, en voulant être trop précis peut-être dans son travail. Moi, c'est ce que j'appelle le syndrome Léonard, un petit peu. Léonard de Vinci, hein, propre au fainéant et au génie. Perso, je finis pas grand-chose moi-même. Bref, bon, étonnant en tout cas, n'est-ce pas, que ce jeune professeur d'Oxford, cet homme discret, passionné de langue, d'histoire et de mythologie norroise, un homme très académique, hein, très victorien, un homme de son époque, fumeur de pipe, portant des gilets sans manches, à boutonnières, aimant la terre et les choses simples. Ouais, c'est un hobbit en fait, tout simplement. Hein. Et ben c'est cet homme-là en tout cas qui est devenu l'un des plus grands noms de la littérature de l'imaginaire. Bon, ceci dit, il n'était pas hyper fan de sa notoriété, hein, préférait la compagnie de sa femme Edith et le calme de sa maison de campagne, au, je cite, culte déplorable que certains me vouent. Voilà, un petit curriculum vitae bien évidemment restreint, j'ai fait l'impasse sur pas mal de détails vraiment intéressants, mais ces quelques faits montrent une vie mouvementée et complète, de bons ingrédients pour la création. Et quelle création! Son œuvre, Tolkien, c'est près de 40 livres publiés, bon la plupart à titre posthume, hein, vous comprenez pourquoi j'ai cité tout à l'heure Christopher, son troisième fils, c'est lui qui poursuit encore l'œuvre de son père. Hein. Et si aujourd'hui Le Seigneur des Anneaux est sans doute le plus connu de ses livres, alors oui c'est un livre, hein, c'est pas une trilogie à la base, il s'agissait bien d'un roman, il est paru en 3 tomes à cause de la restriction de production de papier durant la guerre. Donc je disais donc,
Tolkien, c'est 40 livres, et je vous parle pas des recueils de poésie, des enregistrements audio, des travaux académiques, des recueils d'illustrations. Car oui, Tolkien créait, il peignait, il dessinait la plupart des décors et des personnages de l'univers de la Terre du Milieu. D'ailleurs, ce terme, cette Terre du Milieu, hein, c'est une sorte de représentation de l'Europe ancienne. Eh ben, c'est pas lui qui a inventé ce terme, c'est une sorte d'altération du mot Oikunmene, désolé pour la prononciation, qui veut dire milieu, hein, et rencontré dans Beowulf. Et il faudra attendre quelques années avant que l'auteur se décide vraiment à utiliser la Terre du Milieu pour ce royaume-là. Hein. Au début, le terme employé était Grande Terre, puis on a eu Terre citérieure. Bon. Il dessinait donc, mais pas seulement. Alors je vais pas m'étaler sur des choses connues de tous, hein, mais il a également créé, inspiré par la mythologie norroise notamment, et d'anciens écrits comme les Eddas par exemple, Beowulf, comme on vient de le voir, les légendes de Siegfried, qui vont lui faire aimer les dragons aussi. Je suis en train de me dire que ce genre d'inspiration littéraire, au final, ça me fait penser à une autre grande œuvre de fantasy. Alors je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais bon, un petit placement de produit, de toute façon, ça ne fait jamais de mal, hein. En plus de tout ça, donc pour revenir sur ce monsieur, hein, en plus de tout ça, il a également imaginé et conçu des langues, mais aussi leur alphabet, leur écriture, j'entends par écriture leur calligraphie aussi, hein, et leur grammaire. Je parle pas d'un langage ou deux inventé pour son histoire, hein. D'ailleurs, il aurait plutôt écrit ses histoires pour donner une vraie légitimité à ces langues qu'il aurait inventées. Hein. Une pour chaque peuple de son univers, avec des nuances selon les régions. Alors, je vais pas tous les citer, mais les plus connus, vous avez le Kousdoul des nains, le Noir parlé des orques, le Valarin des Valars, je lis un peu ma liste, que je les ai pas toutes en tête, mais les hommes vont parler en dalien, en rohanais, en adunaïque, plus souvent en westron, hein, la lingua franca qui est une sorte de langue commune, et évidemment le kenyan des elfes. En tout cas, c'est plus d'une quinzaine de langues, de leur alphabet, leur style, leur genre. Je vous parlais de grammaire, mais il y a aussi mis des exceptions, des subtilités, comme dans n'importe quelle langue existante, en fait, morte ou vivante. Hein. Il appréciait tout particulièrement dans la langue, en fait, la beauté du langage, dans son sens strict. C'est-à-dire qu'au-delà de la complexité d'une grammaire, d'un vocabulaire, somme toute très cohérent, hein, il aimait la parler et l'entendre. Alors, un exemple, Elen sila lumen omentielmo, ce qui veut dire une étoile brille sur l'heure de notre rencontre. C'est une forme de salut elfique, en fait. Bon, je prononce sans doute mal, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est beau, ça roule sous la langue, c'est très poétique, en fait. Il faut savoir que Ronald inventait des langues, mais il en parlait aussi beaucoup. Il en parlait plusieurs. S'il a eu des facilités avec le grec et le latin étant jeune, c'est le gallois, notamment hein, le gallois, le saxon, le norrois, le finnois, qui l'ont emmené à créer les langues de la Terre du Milieu. Un travail titanesque. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, le français était loin d'être sa langue favorite. Hein. Lui reprochait en fait d'avoir trop altéré le vieil anglais lors des conquêtes normandes. Bref, ce travail de création, en tout cas, est aujourd'hui encore étudié et avec le plus grand sérieux, vraiment. Il a également imaginé toute une cosmogonie, une mythologie sur laquelle se base son univers, et une incroyable chronologie, une histoire en 4 âges qui est d'une complexité et d'une cohérence ahurissante, en fait, incroyable, qui d'ailleurs pourrait tout à fait être réelle et précéder notre propre histoire, en fait. Bon, je vais arrêter de l'encenser, on pourrait trouver des petits défauts aussi, comme certains anachronismes, par exemple. Les vêtements des hobbits, qui avaient des montres, mais bon, au final c'est si bien inscrit dans le récit que ça choque pas. Le décor qu'il a inventé est tout aussi fascinant et complet, la géographie, la géologie, la biodiversité qui habite et qui s'adapte parfaitement en fait à ces terres, se base sur des connaissances scientifiques de l'époque, mais aussi sur le monde qui l'entoure ou qu'il connaît. Hein. La comté va se rapprocher de la campagne anglaise où il a vécu quelques années dans son enfance, l'île de Numénor s'inspire de l'Égypte antique. Et tout ça, ça va rendre encore plus concret, crédible et plausible cet univers. Un peu comme j'ai essayé de le faire avec Guy Arnell, mais Tolkien va vraiment beaucoup plus loin avec une foultitude de détails et des descriptions extrêmement précises. Tolkien a laissé un véritable cadeau à l'humanité. En tout cas, je le pense, j'assume cette pensée. Il n'a pas juste laissé des langues, il n'a pas juste laissé une histoire, il n'a pas juste laissé une poésie fantastique. C'est pas lui qui a créé les bases de la fantaisie à proprement parler, mais à travers l'ensemble de son entreprise, il en a posé quelques-unes, essentielles, et aujourd'hui nous sommes nombreux à revendiquer son influence. C'est pour ça, je pense, que Zoé, la lectrice rochelaise, donc, a reconnu le Seigneur des Anneaux dans Guy Arnell. La lecture de ce chef-d'œuvre rassure aussi, hein, Annelise Blasco, par exemple, devant les descriptions extrêmement détaillées, avouons-le parfois un peu longues, hein, de ses œuvres, elle s'est dit, ok, je vais pouvoir en mettre plein, en fait, je vais pouvoir mettre du détail. Et les détails, c'est super important dans une histoire. Pour Kevin Gagnon, notre barbare assoiffé de sang et de baston, ce sont justement les détails, lors des batailles épiques, comme le gouffre de Helm, les champs de Pelennor,
qui l'ont inspiré. On a pu apercevoir d'ailleurs dans son dernier live sur les épées Andúril derrière lui. Et comme il n'y a pas que les armes avec lesquelles on vainc ou l'on convainc une foule, bah, les paroles, les discours ont également influencé notre ami. Donc si Tolkien s'est inspiré de personnages célèbres pour créer les siens, lui aussi, Boromir par exemple va se rapprocher de Roland dans la fameuse chanson de Roland, Gollum, on peut le rapprocher de Grendel dans Beowulf, il s'est aussi inspiré de personnages moins célèbres, le physique de Gandalf, vient d'une carte postale qu'il aurait trouvée en Suisse pendant de courtes vacances en 1911. Le nom de Bombadil, qu'on retrouve dans les aventures de Tom Bombadil, vient d'un jouet de Michael, son deuxième fils. C'était le nom de son jouet. Il a aussi, en tout cas, inspiré lui aussi de nombreux autres écrivains, moi le premier donc, mais Moorcock, Rowling, King, Martin, tout un tas d'autres auteurs, mais pas seulement des écrivains en fait, des scientifiques aussi. Il y a des découvertes géologiques, géographiques ou animales qui ont été nommées d'après son œuvre. Il y a même une espèce d'hominidé découverte en Indonésie sur l'île de Flores qu'on a surnommée le Hobbit. Il y a des illustrateurs évidemment, des cinéastes qui auront plus ou moins bien réussi leurs travaux, des jeux vidéo qui se sont inspirés directement ou indirectement. Je pense à Legend of Zelda par exemple. Il y a eu des jeux de rôle comme Donjons et Dragons, Warhammer. Des chansons aussi, on compte pas le nombre d'albums de musique de film ou autres qui ont pu être faits dessus. Il y a eu des études innombrables qui ont été écrites sur la Terre du Milieu, sur l'elfique, sur les langues, sur tout un tas de choses. Et puis il va y avoir une série, peut-être aussi bientôt une série à gros budget qui est annoncée là, donc pourquoi pas. Le rôle en tout cas qu'a joué ce monsieur dans la culture et dans l'imaginaire est tout simplement énorme. En effet, on compte plus les adaptations, du coup, je disais, les influences, les bases qu'apporte l'univers de Tolkien. Alors pour certains, il est un guide. Pour d'autres, malheureusement, c'est une manne à piller. Et si certains désastres n'auront jamais vu le jour, ils sont nombreux à avoir ouvertement parlé de Tolkien et de son influence sur des navets ou des horreurs littéraires ou cinématographiques. Mais bon, ce genre de jugement est propre à chacun, donc je vais rien citer ici. Je vous laisse faire votre propre opinion, en fait. Il y a eu aussi du bon. De toute façon, parler de Tolkien, c'est toujours bankable. Les lecteurs et les joueurs, les cinéphiles amateurs ou avertis ne s'y trompent pas et participent eux aussi au succès et à l'immortalité de ce formidable présent que John Ronald Reuel Tolkien nous a offert, tel le Father Christmas qu'il a pu jouer pour ses enfants. Pour finir, vous vous rappelez de ces lives qu'on a déjà pu faire sur cette page où on parlait des héros, de nos propres histoires. En fait, une question revenait souvent, qui était le véritable héros Pour Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est pas Aragorn le héros, c'est pas Frodon, c'est pas Gandalf, non, c'est Sam Samgas Gamgee. Pourquoi ? Parce qu'il est à la fois capable d'une vie ordinaire et de sacrifices pour les grandes causes. Et ça, c'est lui qui le dit. C'est un personnage qui d'ailleurs lui aurait été inspiré des soldats anglais qu'il avait sous ses ordres pendant la guerre. Et Sam Gamgee, donc, par ailleurs, c'est le dernier narrateur du Retour du Roi. Et il termine son récit par « Eh bien, me voici de retour ». Ouais, moi en tout cas maintenant j'ai fini, c'est votre retour que j'attends, j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Si vous avez des questions, des choses, j'ai vu que ça avait pas mal défilé, je vais regarder un petit peu tout ça.